Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de la saison 1 de The Last of Us, série que j'attendais le plus cette année. Et en fait il n'y a aucune série que j'ai plus envie de voir que celle-ci cette année. Bon, vous avez peut-être vu ma vidéo des séries les plus attendues, donc il y en a quand même quelques-unes que j'attends, que j'ai envie de voir, mais pour moi, celle-ci, je l'attends 1000 fois plus que les autres. Même si vous avez vu le petit top que j'ai fait, celle qui est en deuxième position, euh, si on devait prendre à l'échelle d'un humain, on n'arrive pas à la cheville de l'attente que j'ai pour The Last of Us. Donc, dans 2 mois, je vais un peu m'ennuyer, même s'il y aura forcément d'autres séries, et sûrement des petites pépites que je vais découvrir. Comme j'ai découvert récemment une série française qui sera également travaillée sur cette chaîne prochainement. Voilà. Mais c'est vrai que rien ne donne plus envie que The Last of Us, qui en termes d'univers est au moins dans mon top 5 de mes univers préférés, si je prends tout univers de culture populaire confondu. Voilà. Et Ellie est sûrement mon héroïne préférée, tout type d'œuvre confondu. Et du coup, c'est pour ça que l'attente est autant énorme, parce que j'ai rarement été aussi touché que par les jeux The Last of Us et l'histoire de Joel et surtout celle de Ellie. Du coup, comment vont se passer les vidéos? Pour ceux qui découvrent, je vous l'explique rapidement. Pour ceux qui ont vu les vidéos sur la série mercredi, bah du coup, vous savez déjà comment ça va se passer. Et la série Detox, donc la petite série française dont je vais parler, qui du coup sera diffusée en parallèle de The Last of Us, mais un peu plus tard. Donc je pense que je la sortirai dans 2-3 semaines. Enfin, du moins, le premier épisode sortira dans 2-3 semaines, parce qu'il faut que je la remate pour analyser les épisodes. Et il faut que je refasse la vidéo bilan avec le maître d'Anacalypsie, donc c'est un peu chiant quoi. Bref. Du coup, je vais à chaque fois prendre épisode par épisode. Je vais donc euh, prendre tous les éléments que j'ai jugés importants, les présenter. Voilà, donc ça fait une sorte de résumé de l'épisode. Et des fois, je vais commenter certains éléments. Et comme là, on est sur une adaptation d'un jeu vidéo que je connais très bien, forcément, j'aurais plus de choses à dire que mercredi, où mercredi était mon entrée dans l'univers de la famille Adams. Puisque même si je connaissais, je n'avais jamais regardé de films ou téléfilms, séries liés à cet univers. Là où ici, je connais plutôt bien l'univers, ayant fait 2 fois The Stuff is Partie 1 et 2, et ayant fait Left Behind il y a 1 ou 2 semaines, pour être sûr d'avoir un maximum d'infos avant de regarder la série. Et du coup, ça va plus ou moins se passer comme ça. Et une fois que les 9 épisodes seront terminés, il y aura une 10e vidéo qui sera une vidéo bilan de la série. Donc globalement, je vais donner mes points positifs, mes points négatifs. Et je vais également essayer chaque semaine de faire une petite vidéo avec mes passages préférés de chaque épisode. Donc pour mercredi, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je re-regarde la série et je vous ferai une petite compilation après le bilan de mercredi. Et ici, je vais essayer que dans la semaine, à chaque fois qu'un épisode sort de The Last of Us, mettre mes petits passages préférés de la série. Voilà, à partager avec vous. Voilà, donc si ça sort, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si ça sort pas dans la semaine, ça veut dire que c'est bloqué et que du coup HBO accepte pas qu'on utilise ces extraits. Donc voilà, je vous préviens quand même à l'avance. Donc l'intro est un peu longue, mais je trouve que voilà, c'est quand même pas mal de mettre les choses au clair pour des gens qui découvriraient ma chaîne avec cette vidéo là. Et donc voilà, je vous laisse avec le générique et on commence après.
Donc on débute l'épisode avec, alors dans les années 60, en 1968, donc on commence très loin, avec une interview du coup d'un spécialiste, je ne sais plus trop de quoi, mais qui va parler que lui il a peur des virus. Et ensuite on a un épidémiologiste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, moi j'ai noté ça, qui lui dit qu'il n'a pas peur des virus, puisqu'au final l'humanité va toujours réussir à vaincre les virus. Et c'est vrai que dans la réalité, à chaque fois qu'il y a un virus, certes ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est vrai que l'humanité en tant que telle finit toujours par survivre, que ce soit la peste qui a ravagé l'Europe, enfin du moins la peste noire, il y a eu, c'est comment, c'est pas la grippe espagnole ou un truc comme ça, il y a une sorte de virus où il y a le mot espagnol, parce que justement l'Espagne était la moins touchée, donc il y avait une sorte de théorie du complot comme quoi ce seraient les Espagnols qui ont fait le virus, quoi. Enfin, du moins à l'époque, ils pouvaient pas forcément le faire, mais vous comprenez l'idée. Mais pareil, qui avait fait beaucoup de dégâts. Voilà, plus récemment, il y a eu le Covid qui a fait pas mal de dégâts également. Mais comme on peut voir, à chaque fois, d'une manière plus ou moins inconnue, on survit quand même au virus et on finit par plus ou moins par l'oublier, quoi. Quand on voit les gens comment ils vivent aujourd'hui, le Covid, on a un peu l'impression que c'est un peu comme si c'était du passé, quoi. À part quelques personnes de temps en temps qui portent encore le masque dans mon entourage, surtout au niveau de la fac, parce qu'il y a quand même énormément de gens là-bas, mais à part ça, dans le reste, voilà, tout le monde s'est plus ou moins remis à vivre comme avant, enfin du moins dans ma ville. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé que la remarque était plutôt intéressante et en plus est très, très actuelle de parler des virus et qu'on peut les vaincre, en survivre. Et en plus, pour ceux qui auraient peur du Covid, ça peut donner une petite touche d'espoir et leur donner envie de faire des recherches historiques sur les virus et voir qu'effectivement, en général, la majorité de l'humanité survit au virus. Euh, et ensuite, l'épidémiologiste va nous dire que lui, ce qui l'inquiète le plus, du coup, ce sont les champignons, puisque les champignons, eux, ils prennent le contrôle des gens. Voilà, donc il prend pas mal d'exemples. Voilà, j'ai pas forcément pris plus de notes là-dessus parce que c'est des choses que je savais déjà, choses qui peuvent toucher les animaux, les humains, et notamment il va mentionner le cordyceps, voilà, qui est ce fameux virus dans le jeu vidéo qui du coup transforme les gens en infectés. Et du coup, ici, ce sera forcément la même chose. Enfin, on sait que c'est la même chose comment il y a des affiches, mais bref, c'est pas forcément dit dans un dialogue. Il faut un peu regarder le décor pour s'en rendre compte. Voilà. Et il dit que le cordyceps, en plus, pourrait... Enfin, pas forcément le cordyceps, mais que les champignons pourraient facilement prendre le contrôle de l'humanité si réchauffement du temps il y avait. Donc, clairement, d'un rapport au réchauffement climatique. Et surtout que, parce qu'avec la chaleur, du coup, les virus pourraient vivre plus facilement, se développer plus facilement et tout ça. Et du coup, il dit clairement, pour finir son monologue, que si ça devait arriver, tout le monde serait dans la merde. Donc pour quelqu'un qui connaît pas The Last of Us, il peut essayer d'imaginer ce qui se passe. Quand on a joué à The Last of Us, on sait très clairement à quoi fait référence cette épidémiologie. Je déteste ce mot, heureusement j'aurais pas à le redire. Ensuite on a le petit générique. J'avoue que le générique il m'a donné des frissons. Parce que bon, visuellement je le trouve pas extraordinaire, hein, honnêtement, il est sympa, il y a ce petit rapport un peu à une sorte de gène ou des choses comme ça qui se développent, qui peut aussi un peu faire penser à ces trucs bizarres qu'on voit quand on croise les claqueurs et tout. Et en plus, à la fin, ça forme à moitié deux humains, donc sûrement Joël et Ellie. Enfin bref, le générique est voilà simple, mais par contre la musique, elle m'a donné des frissons parce que c'est clairement la musique du jeu, les petits sons de guitare qu'on entend de temps en temps, c'est clairement ça. Et j'avoue que moi, ça m'a fait quelque chose.
Ensuite, on arrive en 2003. Donc on découvre Sarah avant Joël, ce qui est plutôt logique. Dans le jeu, c'est pareil, on débute le jeu en jouant Sarah, donc c'est plutôt normal. J'ai quand même hâte de voir les réactions des gens par rapport au cast de Sarah. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui ne ressemblent pas forcément portraits à leur personnage dans le jeu vidéo. Sarah en fait partie. Euh, et je me demande comment certaines personnes ont pu réagir à ça, sachant que l'épisode est sorti aujourd'hui même. Je vais aller checker ça un peu plus tard sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais voilà, je pense que ça a pu déranger d'autres personnes un peu moins tolérants, on va dire. Du coup, on découvre également qu'on est le jour de l'anniversaire de Joël, chose que j'avais totalement oubliée, mais effectivement, c'est plutôt logique puisque dans le jeu, elle offre la montre à Joël au début du jeu, donc c'est plutôt normal. Voilà, à moins que ce soit Noël ou l'anniversaire en général, tu fais rarement des cadeaux aux gens. On devrait peut-être en faire un peu plus, mais voilà. On voit également Tommy qui vient chez eux parce qu'apparemment Tommy et Joël ont l'air de travailler ensemble. Et on découvre également les voisins qui sont des personnes âgées, voilà, qui s'occupent également de la mère d'une de ces personnes âgées que Sarah devra aller voir plus tard. Plus tard, du coup, on voit Sarah après l'école, du coup, qui se rend dans un magasin afin de faire réparer une montre. Et à ce moment, on voit plusieurs voitures de police, un camion de pompiers, je crois qu'il y a même une voiture, enfin une sorte de voiture blindée du SWAT qui passe. Et on a une femme qui est sûrement celle du vendeur, ou du moins une personne qui travaille là-dedans, qui demande à Sarah de rentrer très vite chez elle. Et du coup, enfin voilà, de partir rentrer chez elle. Sauf que Sarah va aller chez ses voisins comme convenu pour faire ses devoirs et elle va également emprunter un DVD à ses voisins. Ensuite, on a du coup toujours Sarah qui va faire réparer la montre. Oula, attends, je l'ai noté deux fois ça? Ah ouais, je crois que oui, j'ai eu un petit bug. J'ai noté deux fois cette phrase alors que ça n'a aucun sens. Non, j'aurais dû noter qu'elle l'a donné, enfin qu'elle a offert le cadeau et non l'a fait réparer puisque voilà. Bref, je suis désolé pour ce petit bug. J'ai mal écrit mon truc. Du coup, Sarah va offrir la montre réparée de Joël lorsqu'il va rentrer du travail. Et également lui offrir le visionnage d'un petit nanar qu'elle a récupéré chez ses voisins. Du coup, pendant le film, Joël va recevoir un appel et du coup devra aller chercher Tommy au commissariat puisqu'il s'est battu avec des gens dans un bar ou un truc comme ça. Ce qui amène à l'absence de Joël. Parce que c'est vrai que dans le jeu, j'ai plus de souvenirs si Joël explique réellement pourquoi d'un coup il était plus dans la maison. Chose qu'il a expliqué. De toute façon, la série va expliquer pas mal de trous qu'il y a comment dire, dans le jeu vidéo. Ce qui est assez normal puisque dans le jeu on suit deux personnages précis. Donc c'est pas comme là où ayant plusieurs personnages on peut voyager un peu à travers eux et voir différentes choses de ce qui se passe. Et du coup voilà. Donc on a Sarah qui, comme au début du jeu, va se réveiller au milieu de la nuit et va se mettre à chercher Joël. Du coup elle va regarder la télé et apprendre qu'il y a une alerte nationale. Bon, c'est un petit peu différent dans le jeu, mais ça revient exactement au même. On a le chien du voisin qui ne veut pas rentrer chez lui, qui va se barrer, qui va juste voilà, s'enfuir. Et chez ses voisins, elle va retrouver le papy blessé, sa femme en train de se faire mordre par la mère du coup de la femme. Voilà, du coup elle va essayer de fuir et du coup Joël et Tommy vont arriver à temps pour la sauver. Voilà, du coup Joël fracassant le crâne de la très très vieille grand-mère. Voilà, donc la scène, moi je trouve qu'elle est pas trop mal. Elle reprend assez bien ce qui se passe dans le jeu, alors quand même assez différent, puisque dans le jeu, Sarah ne va pas chez les voisins, c'est plutôt le voisin qui vient jusqu'à chez eux. Euh, mais en soi, je trouvais que la scène était plutôt sympathique.
Par la suite, on remarque que tout le monde tente de fuir un peu comme il peut, certains prenant la voiture, d'autres à pied, on voit qu'il y a des avions qui se barrent aussi, enfin bref, tout le monde essaye de quitter les lieux à cause de ce qui se passe, on a l'armée, enfin avec la police et tout, qui essaye de gérer également tout cet afflux et tout. Et au final, on a en ville un avion qui va se crasher en provoquant un accident. Là où dans le jeu, je crois que c'est une voiture qui dégomme ou un camion qui dégomme la voiture de Tommy et Joël. Du coup, Joël et Sarah vont être séparés de Tommy très vite. Normalement, ils se font séparer un peu plus loin, mais voilà. Et Tommy leur dit, voilà, on se retrouve au niveau du fleuve. Du coup, Joël et Sarah vont tomber sur un endroit où il y a plein d'infectés, dont un qui va se relever et qui va les poursuivre à travers un petit, une sorte de petit, comment dire, un petit fast-food, enfin une sorte de, voilà, petit resto. Et ils vont tomber sur un soldat qui va d'abord les sauver, puis, comme dans le jeu, va recevoir l'ordre de les tuer. Et du coup, voilà, la scène, du coup, Sarah va recevoir une balle et va mourir. Et du coup, Tommy, comme dans le jeu, va buter le soldat. Du coup, la scène, le passage là, j'ai trouvé vraiment très cool. La façon de filmer, tous les passages en voiture, c'était génial parce que la caméra est dans la voiture, ce qui rend la chose plus stressante et tout. En plus, t'as Joël qui arrête pas de gueuler pour mettre la pression à Tommy et tout. Ces scènes-là sont vraiment géniales. Euh, un peu dommage que Joël et Tommy soient séparés aussi vite, mais en même temps, la petite scène où ils se font poursuivre et tout fonctionne très bien. Honnêtement, il n'y avait peut-être pas besoin d'en mettre plus. Voilà. Et de toute façon, on verra que beaucoup de scènes sont raccourcies par rapport au jeu. Et en même temps, c'est plus ou moins normal parce que on est dans une adaptation et dans une série ou un film, tu peux pas mettre autant de choses que dans un jeu euh, ou, euh, ou une série. Je pense par exemple à The Last of Us partie 2, où quand on est à Seattle, quand toi, tu es en tant que joueur, tu peux explorer une grosse partie de Seattle, voilà, même pour tes quêtes secondaires qui n'amènent pas forcément de choses importantes pour l'histoire. Et on se doute très bien que quand la partie 2 va être adaptée, on se doute bien que certaines de toutes ces quêtes annexes vont être cutées du scénario, ce qui est assez logique. Voilà. Et en même temps, voilà, c'est un peu normal, quoi. On est censé aller à l'essentiel et pas perdre de temps, parce qu'il faut quand même avoir un rythme qui tient la route pour que le spectateur reste devant l'écran. Euh, du coup, j'ai pleuré honnêtement devant la scène où Sarah est morte. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Moi, ça a eu un impact sur moi. Après, dans le jeu, cette scène a déjà un impact sur moi, donc je pense que c'est normal qu'à travers la série, ça m'ait également fait quelque chose. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai bien aimé cette scène. Et du coup, comme dans le jeu, après la mort de Sarah, on fait un bond dans le temps 20 ans plus tard. Donc là, on est en 2023. Alors, je suis pas sûr que les dates soient exactement les mêmes dans le jeu, mais honnêtement, on s'en fout complètement. Voilà, parce que je pense que les fans hardcore qui veulent que le jeu soit adapté absolument comme c'est dans le jeu, je pense qu'eux, ils vont pas apprécier ce genre de choses. Mais en même temps, si vous remarquez une chose, il y a deux choses très souvent dans les films ou les séries qui se passent. C'est que déjà, quand il y a des dates, c'est très souvent les dates de sortie, enfin pas où est sorti euh, la série, par exemple comme là, ça se passe en 2023, là où je pense que les dates du jeu sont peut-être différentes parce que sorti dans une autre année. Du coup, on adapte toujours à la période où sort euh, le programme. Et vous remarquerez aussi également que très souvent, des acteurs ou des actrices, quand ils ont des âges qui ne sont pas définis dans une œuvre ou quoi que ce soit, vont donner leurs vrais âges à travers leurs personnages. Et je pense que si vous faites un peu plus attention à ça, vous allez vite vous en rendre compte de ces deux choses-là. Après, je dis pas que c'est le cas absolument partout, mais très souvent c'est le cas.
Bref. Du coup, on est en 2023 à Boston. On découvre un enfant qui arrive tout seul vers la ville. Et du coup, étant infecté, il va se faire tuer par la Fedra. Et du coup, on redécouvre Joël et on découvre Tess, qui du coup se débarrasse de corps de personnes infectées qui ont été tuées, ou peut-être également de personnes qui ont commis des crimes. Et du coup, Joël, lui, va se débarrasser du corps de l'enfant, puisque Tess ne veut pas le faire. Du coup, on découvre que en faisant ça, ils reçoivent des cartes pour s'alimenter. J'ai oublié comment ça s'appelait. Pour tout ça, un nom tout simple, mais je l'ai oublié. Et, voilà, des cartes oula, je vais détester ce mot aussi. Des cartes oula. Bon, je vais pas le dire, vous avez compris. Du coup, ce qui leur sert à manger. Et que du coup ils ont des tâches à faire, et du coup par exemple il y a un truc en mode faut nettoyer les égouts, je ne sais quoi, pour gagner de l'argent, enfin bref, c'est vraiment des tâches ingrates. La Fedra, tu sens que c'est vraiment un truc un peu totalitaire. On remarque que du coup, bah, effectivement, la Fedra a une énorme surveillance dans la ville. T'as des soldats un peu partout, et également, il condamne les gens à mort quand ils ne respectent pas les règles. C'est pour ça que je dis qu'il n'y avait peut-être pas que des corps d'infectés qui étaient jetés au feu, mais peut-être également des corps de gens qui ne respectent pas toutes les règles. Ensuite, petite chose qui n'est pas dans le jeu et qui donne un petit peu de lore à l'univers, c'est que Joël fournit un soldat en médoc contre ces fameuses cartes d'appris, voilà, vous savez quoi. Et du coup, ils ont également un deal pour récupérer un pick-up. Et on apprend que le conflit avec les Lucioles est vachement intense en ce moment, chose qui dans le jeu est vraie, puisque les deux camps se font la guerre à ce moment-là. Ensuite, on découvre le fameux Robert dont ces hommes ont tabassé Tess, et il nous apprend, enfin on apprend du coup qu'il a vendu les batteries prévues pour Tess et Joël, et bah, forcément c'est pas cool. On apprend, enfin on nous apprend même pas, on découvre une explosion du coup qui va mener à du conflit entre les Lucioles euh, et, euh, et la Fedra, ce qui va permettre du coup j'allais dire Richard, à Robert de s'enfuir. Et du coup, Tess va se faire arrêter, puis pourra ensuite rentrer chez elle. Alors là, il y a une petite différence entre la série et le jeu. C'est que dans le jeu, Joël et Tess, ce qu'ils veulent, ce sont des armes. Et en fait, Robert a vendu leurs armes aux Lucioles. Du coup, il n'y a pas vraiment d'histoire de batterie ou je ne sais quoi. À la base, il recherche des armes et non des batteries. Mais bon, en soi, le choix de la batterie, c'est pas con parce que ça permet effectivement de réparer un véhicule, de pouvoir voyager et tout ça. Donc le choix est pas con non plus. Surtout que bah, on remarque que Joël a déjà des armes, notamment oui, des armes à feu, là où dans le jeu, il récupère une arme à feu sur un cadavre. Ce qui est du coup assez différent, mais ça reste le choix qu'ils ont fait en termes de scénario, pour moi, reste plutôt cohérent. Ensuite, on découvre Ellie. Alors, je suis étonné qu'on la découvre aussi tôt, parce que normalement, dans le jeu, on la découvre un peu plus tard. Voilà, mais en même temps, comme ils ont remanié un peu cette partie du jeu, du coup, ça permet de découvrir Ellie un peu plus tôt. Et notamment, on se rend compte qu'elle est attachée chez les Lucioles, un peu comme une prisonnière. Voilà, et que certaines lucioles font des tests pour voir si elle va bien. Ensuite, on a Joël qui va aller voir un gars avec plein de gadgets. Il a l'air d'avoir plein de radios, oh, putain, comment on appelle ça, qu'il y a dans les camions, des CB. Il a l'air d'avoir ce genre d'appareil et tout. Euh, et du coup, Joël va aller le voir parce qu'il veut retrouver Tommy, puisqu'il a plus de nouvelles de ce dernier depuis 3 semaines.
Et on apprend qu'aux dernières nouvelles, il est dans le Wyoming. Donc voilà, passage qui a l'air d'être euh, pas si proche que ça du coup de Boston. Parce que j'avoue que moi, honnêtement, la carte des États-Unis, je saurais placer certaines villes, mais pas tous. Voilà. Et je me demande si quand Joël et Tommy ils se voient dans le jeu, je sais plus si c'est au même endroit ou pas. Je sais pas où ils se retrouvent ces deux-là. Parce que je sais pas si Jackson est mentionné dès la partie 1. Bref, ça, j'avoue que c'est des détails au niveau du jeu que j'ai pas forcément retenu. Du coup, le lendemain, Tess va avouer à Joël que du coup, ce sont les hommes de Robert qui l'ont tabassé. Au début, elle a tenté de mentir, au final, elle va dire la vérité. Voilà, elle nous dit même qu'elle aimerait bien que Joël fasse peur et du mal à Robert. Parce que bon, dans le jeu, ils vont clairement buter Robert, hein, voilà. Et essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour la vente de la batterie. Sauf que ben, le couple va partir à la recherche de Robert. Et du coup, ça va cutter là. Voilà, au moment où il se prépare à partir à sa recherche. Ensuite, on y voit Marlène, voilà, qui apparaît pour la première fois dans le jeu, qui a l'air d'être le boss des Lucioles dans le coin. Je crois que dans le jeu, c'est pareil, hein. Et on remarque, voilà, il y a certaines Lucioles qui ont l'air de manquer un peu de loyauté parce qu'ils n'ont pas toutes les infos sur leur mission et tout ça. Et du coup, Marlène va calmer les tensions en avouant une certaine vérité à une de ses membres concernant la prisonnière, donc Ellie. Chose que quand on a joué le jeu, on connaît déjà l'information. Du coup, Marlène nous dit qu'elle veut emmener du coup Ellie vers l'ouest, puisqu'il y a d'autres lucioles qui se trouvent un peu partout, un peu partout, dans plusieurs lieux différents des États-Unis. Voilà, et Marlène va aller voir Ellie, va lui faire comprendre qu'elle la connaît bien, notamment en dévoilant son nom, puisque Ellie donne un faux nom aux autres depuis qu'on l'a découverte. Euh, du coup, Marlène va également avouer que c'est elle qui a déposé Ellie bébé à la Fedra en pensant qu'Ellie serait en sécurité là-bas avant que cette dernière se mette à faire le mur avec Riley. Et notamment, Riley va être mentionné à ce moment-là dans la conversation, mais juste mentionné. On se rend compte même que ça va mettre un peu en colère Ellie, voilà, qui déjà a l'air bien vénère pour l'instant. Et j'ai trouvé ça intéressant puisque forcément en mentionnant Riley, c'est une sorte de clin d'œil pour ceux qui ont joué à The Last of Us Left Behind, donc une sorte de euh, DLC de The Last of Us partie 1. Voilà. Où c'est une petite histoire, on découvre le passé de Ellie. Et en même temps, on a des petites aventures avant l'arrivée de David. Je crois que c'est David là qui a sa bande de tarés qu'on aura très certainement plus tard dans la série. Voilà. Et j'ai trouvé ça cool parce que du coup, comme je disais, ceux qui ont joué à l'FBI, du coup, ils savent qui est Riley et plus ou moins l'histoire liée entre Ellie et Riley. Et ceux qui connaissent pas, au vu de la bande-annonce, ils le découvriront plus tard. Donc je trouve très cool que le DLC soit dans la série. Ensuite, on a Joël et Tess qui sont à la recherche de Robert. Voilà, ils vont même découvrir un claqueur mort. Voilà, qui annonce du lourd quand on les verra vivants. J'ai tellement hâte. Normalement, on devrait même en voir dans l'épisode suivant, si je dis pas de bêtises. Du coup, ils vont tomber du coup sur le cadavre de Robert et ses hommes, puisqu'ils sont dans le repère des Lucioles. Ils vont se rendre compte qu'en plus, la batterie c'était une arnaque puisqu'elle fonctionne pas, que les Lucioles ont buté Robert et ses hommes. Là où dans le jeu c'est l'inverse. Dans le jeu, c'est Tess et Joël qui vont buter Robert.
Et là où Marlène voulait choper des infos par rapport à Robert, là c'est l'inverse qui se passe. Bon, c'est pas plus dérangeant que ça, mais bon, voilà. Euh, on apprend également à travers une conversation que Marlène est celle qui a permis à Tommy de devenir une luciole et de l'éloigner du coup de Joël. Marlène, du coup, comme dans le jeu, va demander à Joël et Tess d'emmener Ellie euh, au Capitole. Voilà, ici, en échange, enfin, de l'emmener à d'autres lucioles en échange d'un véhicule, d'armes, de munitions et de provisions. Voilà, afin de retrouver Tommy. Voilà, comme dans le jeu, euh, comment elle s'appelle, Marlène est blessée quand on la voit à ce moment-là. Même si techniquement dans le jeu c'est ici qu'on la découvre pour la première fois, là où dans la série on la découvre un peu plus tôt, mais je trouve ça plutôt cool. Surtout que Marlène c'est pas un personnage qu'on voit énormément dans le jeu, donc au moins là ça permet de la voir un peu plus. La rencontre entre Ellie et Joël est assez similaire, puisque dans le jeu également de mémoire, Ellie tente d'agresser Joël avec son couteau. Et puis bon, leur relation au début est assez conflictuelle. Ils ont repris cette scène également un peu plus tard où Joël et Ellie sont dans l'appartement et que Joël du coup il se met à dormir et que doit se démerder pour s'occuper, hein. Euh, et du coup elle va craquer le code de Joël. Alors ça c'est pas vraiment dans le jeu, le truc des codes avec la musique pour savoir si tout se passe bien, s'il y a des problèmes ou pas. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool comme élément. Euh, Bref, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Voilà, on éclipse un peu le moment où ils vont sortir de la ville et tout, mais je trouve pas ça plus dérangeant que ça. Du coup, ensuite, on passe au moment où le trio est sorti de la zone de quarantaine, sauf que ça ne suffit pas puisqu'il y a quand même des patrouilles en dehors de la zone de quarantaine. Et notamment, ils vont tomber sur le fameux soldat avec qui Joël fait du trafic. Ellie va même poignarder à la jambe le flic, ce qui va l'obliger enfin, ce qui va obliger du coup Joël à agresser le flic. En plus, tu as le petit flashback, puisque tu as le flic qui pointe son flingue vers Ellie. Du coup, Joël il se met entre les deux. Et du coup, dans la tête à Joël, ça va tout de suite connecter avec le moment où un soldat, le soldat du début, a tiré sur sa propre fille. Du coup, il va péter un câble et du coup, il va fracasser le soldat, je pense, jusqu'à la mort, vu le nombre de coups qu'il lui a mis au visage. Euh, du coup, Joël et Tess vont découvrir que Ellie est infectée. Euh, voilà, ensuite ils vont un peu partir et on découvre un peu Boston. Euh, voilà, hors quarantaine, ce qui a l'air totalement désolé. Et quand je dis désolé, pas que la ville est désolée, mais dans le sens où c'est complètement à l'abandon. Et que voilà, ça rappelle certaines images du jeu. Du coup, sur tout ce passage, c'était plutôt cool. On reprend le fait de prendre la température pour voir si les gens sont infectés ou pas. Le coup où Ellie poignarde le flic, c'est exactement la même chose. Bon, sauf que dans le jeu, Joël ou Tess met directement une balle dans le flic. Là où ici, il y a une petite relation entre Joël et le flic, donc les choses se font un peu différemment. Voilà, et puis pétage de câble de Joël est plutôt cool à voir, puisque quand on a vu les jeux, on sait que Joël est sensible à ce genre d'action. Voilà, ensuite découvrir que Ellie est infectée, c'est de cette manière-là qu'ils vont découvrir dans le jeu également, donc c'est plutôt cool. Et faire la pause ici, avant l'épisode suivant, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Même si techniquement dans le jeu ils se font poursuivre un peu plus longtemps par les flics. Euh, mais en soi, là, ils vont entrer dans le Boston, ils vont tenter d'aller au Capitole. Donc, pour ceux qui ont joué au jeu, on sait très bien qu'il va se passer encore pas mal de choses avant qu'ils atteignent le Capitole. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, vous verrez la semaine prochaine, il va s'en passer des choses. Et normalement, on devrait même avoir déjà des claqueurs dès l'épisode 2, ce qui est vraiment cool.
Euh, et voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire pour l'instant. Pour conclure, du coup, est-ce que ce fut un bon épisode ou pas? Eh ben, je dirais oui, oui. Alors, j'ai une hésitation, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai une hésitation. D'abord, pourquoi est-ce que c'est un bon épisode? Bah déjà, de un, parce que on retrouve super bien l'univers de The Last of Us. Euh, Moi, honnêtement, je me suis bien senti dedans. Je reconnais bien l'univers, que ce soit à travers les personnages. Comme je disais, les personnages physiquement, ils ressemblent pas portrait aux personnages du jeu, notamment par exemple Tess. Elle ressemble pas à 100% au personnage, mais c'est pas non plus gênant. Sarah, elle ressemble pas du tout à Sarah, voilà, mais c'est pas gênant plus que ça. Bon, dans les jeux de mémoire, j'avais encore envie de l'appeler Richard, merde. Robert, il a plus une tête de méchant que là où voilà, il fait pas aussi ordure physiquement que dans le jeu. Bref, je crois qu'il y a que Marlène et Joël qui ressemblent vraiment à leur personnage du jeu. Après, Ellie, elle ressemble pas énormément à son personnage, mais en même temps, c'est compliqué parce que bah, Ellie, le personnage, à la base, est inspiré de Elliot Page à l'époque où il n'avait pas encore fait sa transition et du coup qu'il était une femme et voilà qu'on la connaissait tous sous le nom de euh, Ellen Page. Ouais, on est passé de Ellen Page à Elliot Page, hein, si je dis pas de conneries. Et du coup, physiquement, le personnage était inspiré de cet acteur à l'époque où c'était une femme. Et du coup, ben, c'est compliqué de trouver un personnage qui lui ressemble beaucoup. Donc après, ils ont quand même modifié un petit peu physiquement Ellie, mais on reconnaît quand même à quel point c'est inspiré de Elliot Page. Et du coup, trouver un acteur de 14 ans qui lui ressemble, enfin plutôt une actrice de 14 ans qui lui ressemble, c'est ultra compliqué. Et honnêtement, avec la bande-annonce, j'avais un peu peur de Ellie, de ce qu'elle pourrait donner. Et honnêtement, je trouve que pour l'instant, ça fonctionne bien. L'actrice joue assez bien. Elle est plutôt vénère, comme dans la série, enfin dans le jeu. Elle est assez vénère dans sa façon de parler et tout. Donc, j'espère que ça va rester comme ça très longtemps. Parce que bah, Ellie a toujours eu ce caractère à la con. Et j'ai pas envie que ça change, même si par rapport à Joël, ça va se calmer. On sait qu'ils, voilà, leur relation va s'améliorer. Mais on sait que par rapport à d'autres personnages et tout, elle est assez savage, Ellie. Donc j'espère qu'ils vont continuer à bien l'utiliser comme ça, parce que pour l'instant, Ellie, je suis ultra satisfait. Et étant mon héroïne préférée, bah, j'ai envie que ça continue comme ça. Euh, voilà, l'univers il est très bien fait, c'est très bien présenté. Le monde d'Apocalypse, quand on voit vite fait les images de Boston, ça a l'air plutôt pas mal. Euh, le claqueur qu'on voit, il est plutôt bien fait. Toutes les tensions par rapport à la Fedra, tout ça, c'est plutôt pas mal. En plus, on développe un peu le lore. Voilà, par exemple, dès le début, on n'entre pas direct dans l'épidémie, mais on explique des choses par rapport au virus et aux épidémies, histoire de bien mettre en tête ce qui va se passer un peu plus tard. Euh, Ensuite, on prend le temps, voilà, aux gens de s'habituer à Sarah pour pour bien les calmer avec la mort de cette dernière. Voilà, donc nous, quand on a joué au jeu, on sait très bien ce qui va se passer, mais pour ceux qui jouent pas au jeu, on leur donne le temps de s'attacher à Sarah, puisqu'on ne voit qu'elle beaucoup plus que Joël ou Tommy. Et du coup, ce qui fait que bah, sa mort est censée être impactante. En tout cas, sur moi, ça a très bien marché. Alors que pourtant, je savais qu'elle allait mourir. Je savais qu'elle allait mourir et pourtant, j'ai quand même versé ma larme au moment où c'est arrivé. Voilà. Du coup, pour l'instant, je trouve que tout est bien. Il y a eu des petits changements, mais les petits changements, je les trouve pas catastrophiques, je les trouve pas chiants ou mauvais. Je trouve que ça reste plutôt logique avec ce qui peut se passer dans cet univers. Par exemple, le fait que Joël ait une arme à feu, bah c'est pas étonnant. Le mec, il fait du trafic avec tout le monde à droite à gauche, donc c'est normal qu'il ait une arme et qu'il la trouve pas sur un cadavre comme dans le jeu. Et du coup, qu'on change un peu le fait de vouloir récupérer des armes
soit remplacé par la batterie, je trouve pas ça trop dérangeant non plus. Bon, le fait que Sarah passe d'un personnage blanc à un personnage noir, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça non plus. Peut-être que certains ça va les déranger. Moi, honnêtement, j'en ai un peu rien à faire de ce genre de changement. Euh, voilà, surtout que c'est pas comme si le personnage était. Enfin, c'est bizarre parce que j'ai envie de dire, c'est pas comme s'il était ultra important, mais en même temps, j'ai quand même chialé devant sa mort après peut-être 15-20 minutes à l'écran, quoi. Bref. Euh, du coup, là où j'hésitais de dire que c'était un bon épisode pour débuter, en fait, c'est que bah, quand on a joué au jeu, on sait très bien ce qui va se passer et on est dans un épisode où on présente l'univers. Et j'avoue que moi, quand dans ce genre d'épisode, présentation d'univers, des personnages et tout, c'est pas les moments où je m'éclate le plus, quoi. Surtout quand je sais déjà ce qui va se passer. Parce que je sais que plus tard aussi, je saurai déjà tout ce qui va se passer, plus ou moins. Mais on sera déjà bien lancé dans le truc, on va commencer à partir dans ce mode road trip vers l'ouest, là où je vais vraiment kiffer. Et c'est vrai que tout ce début, voilà, on est encore dans Boston, tout ça, euh, même si c'est cool pour des gens qui connaissent pas l'univers, qui découvrent tout petit à petit, franchement, ça doit être super pour eux à découvrir. Mais pour moi qui connais déjà, et qui n'est pas hyper fan des épisodes présentation, et ben du coup, je trouve que ça en fera pas mon épisode préféré. Et encore une fois, je trouve qu'il est très très bon, hein. J'ai rien à redire dessus, mais c'est son utilité dans la série qui fait que voilà, je le trouverai pas extraordinaire parce que bah, on nous présente les personnages, je présente tout, sauf que bah, moi je connais déjà tous les personnages qui sont présentés, donc techniquement, moi en tant que joueur, j'en ai pas besoin, mais forcément, les gens qui ne connaissent pas le jeu, eux, ils en ont besoin, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, je pense que eux, ils apprécient encore mieux, du coup, cet épisode. Mais c'est juste pour ça que je dis que j'hésitais à dire un oui, parce que l'épisode est très bon, mais c'est pas les épisodes comme ça, c'est pas mes préférés. À chaque fois que je regarde une série, le premier épisode, c'est jamais mon préféré. À part peut-être pour Detox, où c'est dans le top. Bon, il y a que 6 épisodes, mais je pense que c'est peut-être mon deuxième épisode préféré. Donc il y a quand même des exceptions, mais dans le cas là, on verra ce que donne la suite, mais normalement, on est censé avoir des trucs assez épiques dans les épisodes dans les épisodes qui viendront. Bref, je m'égare un peu. N'hésitez pas du coup en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 1 de The Last of Us. Si vous avez adoré comme moi j'ai adoré cet épisode. Euh, Dites-moi également si vous êtes une personne qui a joué au jeu ou pas, si vous découvrez vraiment The Last of Us comme ça, là, avec la série, ou si vous redécouvrez avec l'adaptation. Et également, si vous avez déjà joué au jeu, est-ce que les changements vous dérangent ou que des passages puissent être raccourcis, contrairement à ce que nous on vit quand on joue aux jeux vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker toutes les autres vidéos de la chaîne Movies and Series si vous en avez envie. Normalement, il reste encore un ou deux épisodes de mercredi, je crois que. Non, il reste qu'un épisode, je crois, le dernier qui sort cette semaine. Et ensuite, la semaine prochaine, ce sera le bilan. Voilà, et ensuite, vous pouvez aussi aller voir nos autres chaînes Anacalypsie. Il y a plein de sujets qu'on aborde, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les Anacalypsiens.